If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce premier tête-à-tête de 2021, la parole est à Guy Kulitza de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour Guy Kulitza. Bonjour. Nous ne sommes pas au Palais d'Iéna, où se tenaient les sessions de la Convention citoyenne pour le climat, mais bel et bien à la Recyclerie. Comment ça va en ce début d'année 2021 ? Fraîchement, parce qu'on est sous serre et il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Mais non, ça va plutôt bien parce que on a ce projet de loi qui arrive, même si on aura l'occasion d'en discuter. Il n'est pas forcément à la hauteur de nos attentes, mais c'est quand même très excitant d'arriver sur la validation finalement d'un travail extrêmement important. Alors effectivement, on va revenir sur le projet de loi. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur votre vécu ? Qu'est-ce que vous retenez de ces mois de travaux au sein de la Convention citoyenne pour le climat et particulièrement au sein du groupe Se Nourrir ? La première réflexion qui me vient, c'est que ça a été un voyage extraordinaire. Parce que je fais partie de ces gens qui pensent que le chemin est plus important que le but. Et cette convention, ça a été un voyage dans une démocratie très particulière, une démocratie participative. Ça a été enfin pouvoir avoir la possibilité en tant que citoyen d'avoir une parole qui puisse être prise en compte en dehors de toute élection, qui puisse être prise en compte par les pouvoirs publics. Et quand je dis ça, je pense notamment à cette expression d'Élisée Reclus, qui était un anarchiste, et qui pensait qu'à partir du moment où on votait, on abandonnait sa souveraineté. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. À chaque fois qu'on vote, on abandonne notre souveraineté et pendant un temps donné, on n'a plus notre mot à dire. Et là, le président de la République, on peut lui rendre cette grâce sur les conseils très importants, puissants des Gilets citoyens, a mis en place cette convention citoyenne et enfin, la parole et le travail citoyen a pu commencer et on a pu donner la parole à des gens comme moi. Et diriez-vous que c'est l'expérience démocratique la plus importante, la plus intéressante que vous ayez vécue jusqu'alors ? Oui, c'est effectivement... Alors, non seulement une expérience démocratique extrêmement importante et que je conseille à tout le monde, il faut vraiment passer par ce genre d'expérience pour comprendre ce que démocratie veut dire. Et comme je le disais, on n'abandonne pas sa souveraineté. Donc, démocratie, ce que ça veut dire, participer d'une manière active à la démocratie en dehors de tout acte militant. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel finalement à un sentiment politique, on fait appel à un sentiment citoyen, à la population et à ce qu'elle a envie de dire, à ce qu'elle a envie de faire comprendre à nos élus. Donc Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple. En 2021, la Recyclerie a choisi de nommer sa programmation culturelle « Reprendre la main ». Est-ce que ça vous parle ? et comment les citoyens peuvent-ils aujourd'hui réinvestir le champ politique, puisque des conventions citoyennes, on n'en a pas tous les 4 matins. Bien, justement, peut-être en utilisant notre expérience de démocratie participative et en la portant au niveau de la totalité de la population, en l'expliquant au niveau de la population, en argumentant et en défendant le travail qu'on a pu faire, il y a une notion qui est extrêmement importante et qui peut paraître très prétentieuse, c'est l'intelligence collective. Et je me suis rendu compte, en toute humilité, que cette intelligence collective, elle a eu lieu, elle a émergé pendant cette convention citoyenne, elle a donné naissance à ce fameux rapport. Et ce rapport, c'est finalement la somme, plus que la somme de toutes les intelligences réunies. C'est vraiment quelque chose de supérieur à l'ensemble des gens qui ont composé cette convention citoyenne. Et je crois que dans la population, on a la possibilité aujourd'hui, parce que on peut le dire, la population n'est pas bête, loin de là, très loin de là. Au contraire, le citoyen a une intelligence et cette intelligence ne demande qu'à s'exprimer. Alors ce rapport a inspiré le projet de loi climat qui doit être présenté en Conseil des ministres le 10 février 2021. Ça approche. Qu'en attendez-vous, si vous en attendez quelque chose ? Eh bien, on en attend beaucoup. On attend énormément de ce projet de loi, puisque
À la fin, quand on a remis ce rapport, on était nombreux à penser qu'on présentait un modèle de changement de société, en fait. On apportait les moyens de revoir la société ultralibérale, consumériste qu'on connaît aujourd'hui, et de la repenser véritablement en profondeur. Et quand on a mis ce rapport sur la table, on pensait véritablement qu'il allait être pris en compte et qu'on allait agir finalement, qu'on allait avoir un impact sur les prises de décision politiques qui seront faites par la suite. Et on s'est rendu compte avec les différentes rencontres, du moins moi, je me suis rendu compte avec les différentes rencontres qu'on a pu avoir avec les services du ministère, avec les ministres eux-mêmes, avec les pouvoirs publics, à quel point on était complètement déphasés entre ce que nous avions estimé être nécessaire pour sauvegarder à la fois notre planète et son habitabilité, et les politiques qui ont toujours la tête dans la courbe économique et qui n'en sortent pas, et qui entraînent notre pays à la catastrophe. Et moi, j'attends toujours que ce gouvernement, que ces ministres prennent en compte l'urgence et aille au-delà finalement de la pression ou du pouvoir des lobbies pour véritablement assumer leur rôle. Et on a aujourd'hui des politiques qui voient la prochaine échéance politique. Et on a un certain nombre de citoyens dans la population qui voient, eux, la génération suivante. Et on a ce vrai décalage aujourd'hui. Alors avec ce rapport de la Convention citoyenne pour le climat, vous nous le disiez, vous avez voulu proposer un projet global de société. Pourtant, il y a un nombre de mesures qui ont été mises sur la touche par Emmanuel Macron. Le moratoire sur la 5G, l'écotaxe sur les billets d'avion, l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants, ou encore le crime d'écocide. Comment vous réagissez face à ce mépris peut-être, ou ce travail déconsidéré? J'ai réagi en 2 temps. Parce qu'il y a eu les 3 premiers jokers qui ont été posés par le président de la République. On pouvait s'y attendre de la part d'un libéral. Le premier sur le préambule de la Constitution, et ça nous ramènera peut-être à l'écocide ensuite. On a le côté taxe sur les investissements. On avait souhaité 4% sur les investissements quand ça dépassait 10 millions d'euros. Là encore, la pandémie, la crise actuelle, a montré que malgré la pandémie, il y avait des gens qui bénéficiaient du travail partiel, qui bénéficiaient d'aides, qui licenciaient et qui trouvaient encore le moyen de verser des dividendes à leurs actionnaires, alors qu'on a besoin de cet argent-là, aujourd'hui, véritablement, pour sortir non seulement de la crise sanitaire, mais de la crise écologique à venir. Donc, quelque part, diriez-vous que la crise sanitaire a occulté l'urgence écologique et par conséquent vos travaux? Je pense, elle l'a occulté. Ça a même été un effet d'aubaine, je pense, pour un certain nombre de nos concitoyens les plus riches, voire des entreprises les plus riches. Et cette crise sanitaire, en plus, elle était, je ne dis pas prévisible, mais pas loin. Parce qu'on sait pertinemment que les atteintes contre le climat, on sait que les atteintes contre la biodiversité sont génératrices de pandémies à venir. Et c'est d'ailleurs l'ONU qui l'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit si on ne change rien, cette pandémie, ce n'est pas la dernière. Il y en aura d'autres. Et effectivement, c'est peut-être venu occulter nos travaux. Ça a peut-être permis aussi à ce gouvernement de ne pas être trop en avant et de mettre en avant la crise sanitaire, ce qui ne doit pas faire oublier à un moment donné la crise climatique qui vient et qui risque d'être beaucoup plus importante, beaucoup plus catastrophique, beaucoup plus puissante que la crise sanitaire qui aujourd'hui et pourtant impacte énormément notre société. Crise climatique qui est d'autant plus prévisible que la crise sanitaire. Tout à fait. Vous êtes aujourd'hui largement engagé pour la reconnaissance des crimes d'écocide. Donc l'écocide signifie littéralement abattre notre maison. En quoi s'agit-il d'une notion fondamentale pour vous? C'est une notion extrêmement importante. Il faudrait juste faire un petit peu d'historique, parce qu'en plus l'actualité rejoint l'histoire. C'est important, je crois, de le signaler. L'écocide, la notion d'écocide, elle est née dans les années 70, suite au déversement de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Et depuis 60 ans, on a encore aujourd'hui pas loin de 5 millions de personnes qui sont encore exposées à cet agent. Et on a encore 3 millions aujourd'hui de personnes, donc de Vietnamiens, qui subiraient encore les conséquences de cet agent orange. Au bout de la 3e, 4e génération, cet écocide, qui a été déclaré comme un écocide, continue, perdure.
il a toujours un impact sur les populations. C'est 400 000 hectares de terres agricoles qui ont été polluées, qui sont toujours polluées aujourd'hui. C'est la même chose en temps de paix. C'est ça qu'il faut savoir. C'est la même chose en temps de paix. Le crime environnemental, il existe en temps de guerre parce que c'est une guerre, c'est volontaire, mais il existe en temps de paix parce que ce qu'on recherche derrière, c'est le profit. D'un côté, on recherche la victoire, là, on recherche le profit. Et il y a un lien véritablement entre l'écocide aujourd'hui et le génocide. Et évidemment, un génocide, c'est souvent en temps de guerre, mais on peut très bien avoir des génocides en temps de paix, des génocides avec notamment des façons économiques. De mener une guerre, c'est ce qui se passe aujourd'hui par certains pays. Vous pensez par exemple aux réfugiés climatiques ? Eh bien, c'est tout à fait ça. Et c'est véritablement la problématique qu'on a avec l'écocide, c'est que nous l'avons défini au niveau de la Convention citoyenne en fonction d'un dépassement d'une des 9 limites planétaires. Les 9 limites planétaires, ce sont des grands processus interdépendants qui garantissent finalement l'habitabilité de notre planète. Là où les choses sont équilibrées, on a un endroit dans lequel il fait bon vivre et dans lequel on peut prospérer. L'écocide, c'est porter atteinte à l'un de ces 9 grands processus. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le réchauffement climatique. Le dérèglement climatique est un des 9 grands processus. On a aussi la biodiversité. L'érosion de la biodiversité, c'est un deuxième grand processus, c'est une deuxième limite planétaire. On a l'érosion des sols, disons le changement d'usage des sols plus précisément. C'est un troisième grand processus. Et si je vous donne ces 3 processus-là, c'est pas par hasard, c'est que ce sont les 3 qui manifestement ont donné naissance à cette pandémie, qui ont permis l'émergence de cette pandémie. Il y en a encore 6 autres. Donc c'est une notion large, très englobante. Et justement, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat a repris cette notion d'écocide, non pas sous la forme de crime d'écocide, mais sous la forme de délit d'écocide. On voit ici qu'il y a un glissement sémantique. Donc en gros, seuls les cas graves et durables seront finalement concernés, ce qui va fortement limiter leur portée. Même pas. Je me permets de vous couper parce que, en fait, c'est même pas. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui a été prévu par le projet de loi, c'est un délit de pollution. Et quand on reprend la notion d'écocide, la notion d'écocide, c'est vraiment une atteinte aux limites planétaires. Et la déforestation, je parlais du changement d'usage des sols notamment, la déforestation là-bas en Amazonie, entre autres, qui a été déclaré comme étant un écocide par le président de la République, ça a été de dire on rase l'Amazonie, on plante du soja pour pouvoir importer du soja et nourrir nos animaux, et ça c'est un écocide. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous propose le projet de loi, c'est un délit de pollution. C'est-à-dire on met un produit interdit, et en plus c'est un crime administratif, c'est-à-dire qu'on met un seuil, on met un critère, et on dit si vous dépassez ce critère, ce sera considéré comme une pollution et un délit d'écocide. Mais on n'est pas du tout au même niveau. D'ailleurs, je pense et j'espère que les parlementaires vont se saisir de cette notion-là pour dire stop, on n'est pas sur de l'écocide, on est sur de la pollution si vous voulez. Et si vraiment vous voulez faire entrer l'écocide dans le droit, légiférer véritablement sur l'écocide, eh bien, nous, on a une proposition qui est le crime d'écocide, qui, lui, ce sont véritablement des dommages graves, durables et étendus à un écosystème. Donc il y a cette nécessité de criminaliser l'écocide sur le plan du droit français et aussi sur le plan du droit international. Tout à fait. Et là encore, on prend au mot le président de la République. Quand il est venu nous voir c'est nous qui sommes allés le voir d'ailleurs à l'Élysée fin juin, quand on a remis le rapport. Il a dit, il a mis ces 3 fameux jokers. Il a dit, je prends toutes les autres propositions, les 146. On a vu avec le temps que finalement, il n'y en avait pas tant que ça qui étaient reprises. Et sur la dernière, donc il a dit, en ce qui concerne l'écocide, c'est une notion fondamentale. Il l'a comprise, vous lui avez expliqué ? Oui, je pense qu'il l'a compris parce que ce qu'il nous a dit, c'est que la définition ne lui plaisait pas. Parce qu'effectivement, on s'appuyait sur la notion de limite planétaire et donc la définition ne lui plaisait pas. Dont acte, on a travaillé, on s'est entouré d'un groupe d'experts, de scientifiques, avec en l'occurrence l'appui et l'aide de Wild Legal, excusez-moi pour l'accent. Wild Legal. Voilà. Je suis pas très bon en anglais. Qui a véritablement apporté son expertise. On a eu l'occasion de la rencontrer pendant la Convention citoyenne pour le climat. Et on a construit des propositions. Donc,
quand on est allé le voir à l'Élysée, il nous a, en plus de la promesse de faire entrer la notion d'écocide dans le droit français, de porter cette notion au niveau international, notamment au niveau de la Cour pénale internationale. Et ce serait une première véritablement pour un gouvernement français, parce que c'est une volonté de beaucoup de politiques, mais jamais suivie des faits. Parce que ça risque de créer des problèmes avec les groupes de pression qu'il peut y avoir autour de nos dirigeants. Et à chaque fois qu'ils ont promis, ils ont toujours fait marche arrière. Et là, c'est une promesse qu'il est venu nous faire. Et j'espère qu'il va tenir, y compris cette promesse-là, de porter la défense de l'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, comme le font... comme un certain nombre de pays ont l'intention de le faire. Et on a l'occasion, là, pour un mot que j'aime pas, le leadership, on a la possibilité d'avoir un président qui puisse rentrer dans l'histoire, enfin, en prenant le leadership sur ce point particulier. Bon, à suivre. Et la suite, justement, pour vous et pour la Convention, comment envisagez-vous 2021 ? Le filigrane, finalement, de cette année 2021, ça va être le projet de loi. Parce que j'ai cru comprendre que ce serait avant l'été, peut-être après l'été, on ne sait pas trop avec le temps parlementaire. Mais donc ce sera en filigrane, de toute façon, ce projet de loi. Au niveau de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons souhaité mettre en place une association qui nous permettrait à la fois de défendre la notion de Convention citoyenne, ce qui est quelque chose d'important, la notion de démocratie participative, qui est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour remettre du lien entre le politique et le citoyen, pour continuer à défendre nos propositions et puis peut-être aller les présenter, les proposer, les expliquer, les défendre auprès de la population, dont on sait qu'elle est favorable en grande partie à un certain nombre d'entre elles. Mais peut-être d'une façon empirique. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est aller leur expliquer, d'une part, pourquoi nous les avons construites, sur quelle base nous les avons construites, et pourquoi on souhaiterait les défendre, et pourquoi on souhaiterait qu'elles soient portées au niveau de de la loi. Et puis, peut-être le plus important, c'est aller chercher notre légitimité auprès de la population. Parce que, en quelque sorte, on avait souhaité un référendum qui aura lieu, mais sur l'article 1 de la Constitution. Et moi, je faisais partie de ceux qui ont souhaité le référendum pour tout un tas de mesures, parce que cette légitimité, on l'a en quelque sorte, parce qu'on a une représentation de la population française. Mais l'idéal, c'était quand même d'aller chercher leur approbation et qu'ils viennent nous dire véritablement, oui, ces mesures-là, si on avait été à votre place, on aurait souhaité les mêmes. Et c'est vraiment ça, cette légitimité que moi, j'espère qu'on puisse obtenir en 2021 de la part de la population. Et là, on arrive avec le référendum avec une autre temporalité, justement, une autre échéance, plutôt que simplement glisser un bulletin tous les 5 ans dans une urne. Eh bien, c'est ce que je disais au début, c'est rendre sa souveraineté au peuple, ni plus ni moins. Et c'est pour ça que beaucoup d'associations de politiques, y compris, réclament des référendums plus réguliers, parce que c'est devenu aujourd'hui la sanction d'un gouvernement ou d'une politique, alors que ça devrait être un moment démocratique important dans la vie d'une république. Et là, on les a plus, ces moments importants. Le dernier qu'on a eu, je crois que c'était en 2005, si je me souviens bien, où on avait dit non et finalement ils ont dit oui. Donc je caricature, mais la population avait dit non et ils se sont pressés par la suite, 3 ans plus tard, d'aller à l'encontre du souhait de la population. Et je pense que c'est ce que le politique craint le plus, c'est de prendre l'avis de la population et d'être obligé d'assumer l'avis de la population. Et ce rapport-là, on s'en est bien rendu compte, c'est que c'est l'avis de la population. Et finalement, le politique ne le prend pas en compte. Le projet de loi est complètement édulcoré parce qu'il ne correspond pas à ce que le politique souhaite. Guy Kuditza, on passe à la deuxième partie de notre podcast avec les questions récurrentes à ces entretiens. Première question, quel a été votre plus grand déclic écologique ? Alors, c'est assez étonnant parce que je voudrais vite en quelques secondes revenir sur cette convention citoyenne. Ça a été votre déclic. Non, c'est surtout que je l'ai faite avec mon épouse. Moi, j'étais tiré au sort, donc je me suis retrouvé là-bas au Palais d'Iéna, au CESE, et elle est restée derrière son écran et elle a quand même suivi à chaque fois qu'il y avait des retransmissions des réunions en hémicycle, etc. Elle a suivi.
Et donc, en fait, cette convention citoyenne, on l'a fait ensemble et elle a été mon garant, mon garde, mon support, y compris dans les moments où j'étais le plus déprimé, parce qu'il y en a eu. Et en fait, cette convention citoyenne, on l'a fait ensemble et on a eu ce déclic ensemble. La première session, quand Valérie Masson-Delmotte est venue nous voir, qu'elle nous a expliqué l'urgence climatique, qu'elle nous a expliqué pourquoi il était important aujourd'hui de trouver des solutions pour régler notamment le dérèglement climatique, elle avait une sorte de prière dans la voix, dans le regard, en disant « mais écoutez-nous, quoi, il y a des choses à faire aujourd'hui, on va dans le mur et il faut vraiment qu'on mette la pédale de frein et ce déclic écologique, je crois qu'on l'a eu tous les deux ensemble à ce moment-là. C'est un propos scientifique alors qui vous a touché. Je crois que c'est plutôt la démonstration scientifique de quelque chose qu'on avait, auquel on se rend compte, quoi. Aujourd'hui, on subit le dérèglement climatique, mais d'une façon un peu malgré nous. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des inondations, il y a des sécheresses, on a des périodes de froid et on risque d'avoir des pics de plus en plus importants parce que on confond souvent météo et climat. Et en réalité, le dérèglement climatique, c'est simplement ces pointes qui sont de plus en plus nombreux. On explose finalement les normes et on les explose très régulièrement. C'est ça le dérèglement climatique. Et c'est ça qu'on a fini par comprendre. Et on l'a compris d'une façon très personnelle. On l'a compris en nous-mêmes. C'est pas une information qui nous a été donnée. C'est véritablement on a été éclairé. Alors, j'ose pas parler d'illumination parce que ça ferait peut-être un peu trop initiatique, mais on a véritablement reçu cet éclairage et on s'est senti finalement, il y a des choses qui sont sorties de l'ombre, véritablement, et on a perçu aujourd'hui, c'était le 4 octobre, on a perçu qu'il y avait des choses qui étaient dans l'ombre, qu'on maintenait volontairement dans l'ombre et qu'ils devaient sortir à la lumière. Et j'espère qu'on aura notre rôle à jouer pour maintenir justement la lumière sur ces choses-là. Donc une prise de conscience écologique et une expérience de couple à la fois. Magnifique. C'est ça. Avez-vous un livre à nous conseiller, Guy Kultza ? Si j'avais pu, j'en aurais eu 3. Parce que ce sont allez-y. Ce sont les 3 qui finalement m'ont suivi pendant que j'ai découvert pendant cette convention. Le premier, c'est le plus évident, c'était Homo Natura de Valérie Cabanès, qui a été le bouquin qui m'a permis de comprendre, en fait, d'une façon un peu plus intellectualisée, la notion de planète, de sauvegarde, d'écocide, de dépassement des limites, etc. Le deuxième, c'est un bouquin un peu plus technique, c'est Les limites planétaires de Natacha Gondran et Aurélien Bouteau. C'est un bouquin qui aborde véritablement la notion de limite planétaire et c'est très intéressant. Mais en fait, celui qui pour moi est véritablement celui qui m'a permis, y compris d'avancer dans une pensée politique écologique, ça c'est important, c'est la théorie du donut de Kate Raworth. Cette théorie du donut, elle prend en compte évidemment la notion de limite planétaire, qui est quelque chose de très important qu'on subit et qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir régler ces problématiques qui engendrent des déficits en matière d'habitabilité. On risque, vous parliez de réfugiés climatiques, si on ne fait rien, les réfugiés climatiques, c'est pas par milliers qu'on va les avoir, c'est par millions, voire par milliards. C'est impensable de le dire comme ça. Donc ça, c'est cette notion de limite planétaire. Elle a rajouté le plancher social. Le plancher social, c'est un certain nombre de droits, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, le bien-être. C'est une notion très importante, ce plancher social, parce qu'il fait écho finalement à la Convention citoyenne qui a commis un rapport sur la réduction des gaz à effet de serre de 40%, mais dans un esprit de justice sociale. Et cette notion de donut, pour moi, est tout à fait caractéristique du travail qu'on a fait pendant cette convention citoyenne. L'esprit de justice sociale, vous l'aviez en permanence lors de la convention ? On l'avait en permanence et ça a baigné finalement l'ensemble de nos mesures. On les a toujours. On n'a jamais eu une mesure qui pouvait être considérée comme impactante sans qu'elle soit compensée à un moment ou un autre pour la population. Mais pour terminer juste sur cette notion de donuts, c'est que ça m'a fait penser à une éventualité finalement. C'est-à-dire qu'on pourrait, pourquoi pas, avoir une politique aujourd'hui écologique qui prendra en compte la limite planétaire, le plancher social, et ce plancher social serait considéré comme étant le bonheur intérieur brut.
Ça me paraît extrêmement important parce que on s'affranchirait de cette notion de produit intérieur brut, qui est une notion de croissance et d'économie. On dit toujours la croissance, on a un plan de relance de la croissance, etc. Alors qu'on sait qu'on est dans un monde fini et donc la croissance sera jamais infinie. Et on remplacerait cette notion de croissance par cette notion de bonheur. Et je pense que là, pour le coup, on aurait des pays qui seraient aujourd'hui considérés comme des pays très vertueux en matière de PIB, qui en fin de compte seraient très mauvais en matière de BIB, de BIB, de bonheur intérieur brut. Ça me paraît important. C'est peut-être un peu utopique, mais pour moi, c'est peut-être là où je situe l'écologie politique. Eh bien, on va poursuivre dans une dynamique d'utopie avec une dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si l'ensemble des mesures que vous avez proposées avec la Convention citoyenne pour le climat sont finalement adoptées? Allez, il faut bien rêver un petit peu. Il faut bien rêver et ce que je souhaite, moi, c'est que dans 20 ans, on ait eu ce changement de société, ce changement de modèle. C'est tout à fait l'essence même de ce rapport. On propose un monde qui est un peu plus frugal, et frugal, ça ne veut pas dire qu'on se prive. Frugal, ça veut dire simplement qu'on prend ce dont on a besoin. Et c'est important, cette notion de frugalité. L'équité aussi, ça me semble important, qu'on soit dans un monde équitable, que celui qui produit ait autant de droits que celui qui consomme. On est dans une société aujourd'hui consumériste où celui qui consomme a plus de droits que celui qui produit. Une notion de circuit court où on revaloriserait, on revitaliserait finalement l'agriculture locale, l'agriculture de proximité. C'est exactement ce que font un certain nombre aujourd'hui d'associations, les tiers-lieux par exemple, pour pas les nommer, qui sont dans cette notion. Et pourquoi pas, dans 20 ans, qu'on soit dans un pays de tiers-lieux, finalement, en quelque sorte, avec l'équité, la frugalité, les circuits courts, la durabilité, la production renouvelable, et puis la bienveillance entre chacun, parce que plus on crée de facilité à vivre et à bien vivre, et plus on crée de la bienveillance. Guy Kulitza, un grand merci. Merci à vous. Et puis peut-être à bientôt à la recyclerie pour un grand débat ouvert. Ce sera avec grand plaisir et j'espère effectivement qu'on puisse profiter de la recyclerie pour porter nos propositions auprès de la population. Ce serait extraordinaire. Et ben on essaiera de faire ça en 2021 avec ce tiers-lieu qu'on espère bientôt réouvert. Merci, à bientôt. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, ça n'est pas une fatalité, ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?